Bonjour Zoé, Salut Nicolas. tu vas bien? Ouais, et toi? Bah écoute, ça va très bien. On est le 18 septembre 2025, journée de grève nationale. Il se passe plein de choses à Paris. On a quand même réussi à se retrouver pour le podcast, donc je suis super content. Euh, on n'a pas été bloqué. Il se trouve qu'en plus, c'est ton anniversaire, donc joyeux anniversaire. Merci beaucoup. On se souviendra de ce 18 septembre 2025 sur Comptoiria. Zoé, toi, tu es principale chez Balderton, un fonds d'investissement mythique dont tu vas nous parler dans un instant. Merci beaucoup d'être ici. Merci pour l'invitation. Je suis super content de te recevoir. On s'est vu quelques fois, on se croise dans des événements tech, IA ou sur le plateau de BFM Business. Et ça fait un moment que tu me dis que chez Balderton, vous creusez des sujets, vous faites aussi un petit peu des deep dives sur des industries pour préparer vos investissements. Et tu m'as dit que tu avais fait cet exercice sur le customer support. Entre autres, ouais, c'est mon dernier deep dive, effectivement. Et, et je crois que c'est un énorme sujet avec l'IA générative. Et donc, merci beaucoup d'accepter de nous partager un petit peu tes analyses par rapport à ça. Avec grand plaisir. Trop cool. Zoé, alors, donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, on ira dans une seconde sur Balderton et ce sujet, mais toi, l'IA générative, tu l'as vécu comment? Tu es dans la tech depuis combien de temps? Et donc, c'est 2 ans et demi, 3 ans qui viennent de se passer. Ça a été quoi pour toi? Une accélération ou quelque chose auquel tu t'attendais? Euh, je commence par quoi? Alors, ça fait combien de temps que je bosse dans la tech? Depuis le début de ma vie professionnelle, donc Mhm. 2014, Ok. où j'ai commencé Mhm. par bosser à San Francisco, donc vraiment dans le jus. Et je bossais en banque d'affaires chez JP Morgan à l'époque. Et c'est là où j'ai découvert des boîtes comme j'ai pris mon premier Uber, c'était aussi un de nos clients, Eventbrite, WeWork, etc. Et depuis, je passe du temps dans la tech et Ouais. pas mal de temps dans l'infrastructure aussi. Mhm. Et l'IA, en fait, l'IA, il y a eu pas mal de vagues différentes, hein. Ça fait 70 ans. Ouais, exactement. En fait, Il y a eu toutes les saisons. il y a eu toutes les saisons. Moi, j'ai vu la dernière vague Ouais. qui était pas du tout aussi grosse, mais AlphaGo notamment par DeepMind. Tu veux dire donc le 2017-2018, quoi, à ce moment-là. D'accord. 2017-2018, exactement. Et ensuite, ça a gonflé, puis c'est retombé après. Ouais. Je pense que c'est important de mettre la Gen IA et le moment ChatGPT un peu en perspective par rapport au VC. Ouais. Juste avant, on a eu un crash avec tout ce qui est blockchain, etc. L'écosystème s'était quand même pas mal échauffé sur ces sujets-là. Ça avait beaucoup grandi. Et puis, il y a eu un espèce de crash en 2021-2022. Il y avait en plus des impacts macroéconomiques, les taux, Le un Covid. financement qui était Ouais. très, très facile à obtenir. Le Covid, tu as bien Le raison. Covid, enfin l'après-Covid surtout. Ouais. Des boîtes comme Clubhouse, on n'en entend plus trop parler. Donc en fait, c'était un peu alors c'est un moment technologique extraordinaire, hein, novembre 2022, On a dit ChatGPT. un peu l'IA générative a un peu sauvé le VC d'une certaine manière à une époque. Bah, ça a redonné un souffle, un nouveau souffle après un moment difficile, ouais. Mmh. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, on l'a remarqué tout de suite. On a remarqué qu'il y a eu des levées de fonds qui étaient des levées de fonds plus traditionnelles et des levées de fonds d'IA. Ouais. Et les levées de fonds d'IA n'avaient aucun problème à lever. Et des levées de fonds plus traditionnelles, où certaines catégories en pâtissaient en particulier, comme les marketplaces, avaient beaucoup, beaucoup de mal à lever, même avec des super metrics, etc. Donc, on l'a remarqué très, très rapidement. Ouais. Pour moi, en tant que consommatrice, ChatGPT, ça a été un moment extraordinaire. Je pense que pour tout le monde, ça l'a été. Tu te souviens de. Enfin, j'arrive jamais vraiment à poser la question, mais du jour où tu découvres le produit, de tout ça, quoi. Alors, ouais, je me rappelle, de la manière que je me rappelle de la première fois que j'ai commandé un Uber. Ouais. Et la différence entre l'expérience d'un taxi et d'un Uber, mais sauf que c'était une expérience que je connaissais déjà. Tu rentres dans une voiture, tu vas d'un point A à un point B. Ouais. L'expérience ChatGPT, c'est vraiment tout nouveau. C'est-à-dire que tu poses une question, ça te donne une réponse Bien sûr. qui est équivalente à, je sais pas, 2 minutes de search sur Google et d'une façon conversationnelle quand même assez impressionnante. On dirait un humain. Donc, tu as quand même un moment de wow, comment c'est possible.
Donc non, je m'en rappelle très bien. Puis après, j'ai commencé à poser, beaucoup de questions à ChatGPT. Donc ouais, c'est un peu une aubaine pour le VC, mais j'irai plus loin que ça pour l'humanité. Je veux dire, c'est une vraie révolution technologique qu'on est en train de vivre. Je Maintenant, suis totalement aligné. On s'en rend jamais assez compte. Euh, Évidemment, moi, je suis comme toi, je suis fan de cette révolution, de cette technologie. Mais tu vois, enfin, c'est quand même avoir un médecin ou un avocat. Mais en tout cas, moi, personnellement, un médecin, ça compte encore plus pour moi, mmh dans sa poche, accessible gratuitement. Et mh. tu vois, j'ai eu un chauffeur Uber qui m'a dit cette semaine que sa femme était malade et que ses enfants étaient sur ChatGPT, qui faisait un diagnostic qui, au final, était le même que celui du médecin, Mmh. mais que ça enrichissait, qu'il y avait plus d'infos. C'est euh, c'est phénoménal rien que par rapport à ça. Et ça, en plus, c'est gratuit, quoi. Ouais, c'est gratuit, on va voir, quel modèle économique C'est s'en déjà dégage. C'est déjà en train de se passer. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que 70 des usages, de ChatGPT aujourd'hui, c'est des usages, de consommateurs, qui posent des questions sur la vie de tous les jours et pas, des usages pro. Mais moi, On a une étude qui vient de sortir là-dessus. C'est c'est tout celle à que fait je ça. pense que c'est celle à laquelle je fais référence. Je sais Celle même pas. OpenAI, C'est OpenAI ça. et Anthropic, ils ont sorti leurs chiffres aussi dans la foulée. Et t'as tout à fait Zoé, hein, 70% de l'usage sur ChatGPT est vraiment sur des cas perso, Mmh 30% professionnels. La bonne nouvelle qu'on a eue, c'était 52% de femmes, je sais pas si tu as vu, mh. 48% d'hommes. Et tu sais, je fais ce podcast depuis bientôt 3 ans. Et franchement, au début, c'était pas du tout dans ce sens-là. Ça, Ouais, c'est ouais, une bonne c'est sûr, nouvelle. c'est sûr, Ouais. carrément. Et, et ensuite, après, ben, tous les cas qu'on connaît qui sont tellement vastes, en fait, parce que c'est une révolution de l'accès à l'information, mais donc du tutorat, de l'écriture, Du euh, code, du l'écriture de code, code. de la génération d'images, de vidéos bon, avec Sora, euh, répondre à du service client. Ouais. Il y a des usages extraordinaires. Par contre, et je pense qu'on va en parler, on vit dans un monde qui est complexe. Mhm. Le monde logiciel l'est aussi. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des agents qui, un, fonctionnent et deux, fonctionnent dans le monde complexe dans lequel on vit comme ça. Ça ne va pas Ouais. se faire comme ça. Donc, voilà, il y a peut-être une attente qui est immense et ça prend peut-être un peu plus de temps que ce qu'on pense. Alors, ben, tu modères un petit peu nos ardeurs, mais, Bah, il faut bien, il faut bien. mais c'est, non, non, mais c'est très important. Et c'est super important de comprendre comment tout ça va se passer. Donc, je suis super content de pouvoir faire cette analyse avec toi. Bah, il y a une étude de Stanford qui est sortie aussi il y a 2 semaines, qui pointait aussi une diminution des offres d'emploi significative sur, bah, en particulier donc les développeurs juniors et des personnes qui travaillaient donc dans le customer support, dans le service client. Et on parlait quand même sur des jobs juniors, sur ces 2 catégories en particulier, Mmh. de -20, -23% d'offres d'emploi depuis ChatGPT. Donc ça, c'est important aussi. Oui, et encore une fois, je pense que le monde s'adapte à l'existant et que le monde s'aperçoit aussi parfois que l'existant, tu parles de service client, Klarna, c'était le premier à faire des grandes à avoir des grandes vagues de licenciements et Ouais. puis au final, ils ont réembauché des personnes. Donc la complexité du réel est toujours là, quoi, et donc je pense que ça va se faire graduellement. Donc on commence à voir des licenciements. Il faut double-cliquer pour voir qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Sur le service client, par exemple, et je pense qu'on va rentrer dans plus de détails, mais si tu regardes dans le service client, 2 tiers de la dépense, c'est du service client interne et un tiers, c'est du BPO, c'est de l'externe. Sur l'interne, recruter des personnes pour répondre au téléphone, et répondre à des questions toujours les mêmes Ouais. que tu peux trouver dans un FAQ, c'est pas un job que beaucoup de personnes, ont envie d'avoir, et d'ailleurs, ça se ressent parce qu'il y a un turnover énorme. Les gens quittent ce genre de poste au bout de, je sais plus, il y avait une statistique dingue qui disait, bah, il reste jamais plus d'1 an. Hem, Ah ouais, donc ouais. en fait, si tu remplaces des jobs que personne ne veut, pour qu'ils puissent tu as toujours une reconversion un peu structurelle de l'économie. Est-ce que ça va plus vite que d'habitude? Oui, probablement,
Mais il faut toujours double-cliquer, tu vois? Enfin, je pense avant de Ouais. Ah, je suis d'accord. J'ai vu un chiffre aussi, on te dit, mmh, il me semble que c'est 50 des jobs, disparaissent tous les 75 ans, un truc comme ça, tu vois? Sur, ah ouais, 50. le 20e siècle, grosso modo. Mmh. Donc, il est en train de se passer quelque chose qui est pas instantané en tout cas. On va en parler dans un instant. Juste avant ça, Zoé, question traditionnelle, l'outil d'IA que tu utilises le plus, au quotidien, c'est quoi? Hem, c'est au risque de décevoir, hein, c'est assez vanilla. Moi, mon outil préféré, c'est Perplexity. Ah oui, Mon outil préféré, c'est plus que Perplexity, plus ChatGPT que comme, ChatGPT. dans ton J'utilise quotidien? ChatGPT Ouais. aussi. Mmh. D'ailleurs, souvent, je les utilise en parallèle. Ouais. Mais mon outil vraiment préféré qui fonctionne le mieux pour moi, c'est Perplexity. Ça a commencé par, transparence. En fait, je trouvais que c'était l'outil le plus transparent qui me donnait les Ouais, sources où il bien sûr. devait ces données et on sait que Mmh. ces outils sont moins bons sur tout ce qui est chiffrage. Donc en fait, c'était important pour moi d'aller vérifier est-ce que c'est Ouais. vraiment et c'est comme ça que ça a commencé. Ma relation avec Perplexity, elle a commencé comme ça. Puis après, j'ai trouvé qu'il était, c'est un outil qui était quand même meilleur sur, l'information réelle d'aujourd'hui. Bien C'est-à-dire, sûr. il va être un peu plus, exact sur les informations des dernières semaines, Ouais. qu'un ChatGPT, je trouve, hein. C'est empirique, mais Ah ouais, ouais, et c'est sûr. puis je lui parle tout le temps. Tous Mais les tu sais usages quoi, personnels, je lui parle, ah, tu lui parles et tu fais à la voix en je plus? le fais à la voix, Mmh. et en fait, tu parles plus vite que tu n'écris et tu lis plus vite que tu n'écoutes, Ouais, donc j'essaie de faire dans ce sens-là. Je parle et je lis. carrément. Écoute, c'est super intéressant parce que tu sais quoi? Je pense qu'on m'a presque jamais sorti en 140 épisodes, Perplexity. Alors C'est vrai? on en parle très souvent ici, hein, enfin, Mmh tu mh. vois? Mais pas en tant qu'outil préféré. Mais quand je t'entends me dire ça, je me dis que, bah, évidemment, toi, dans ton métier aussi, tu es en perpétuel enfin, il y a une grande partie des métiers du tertiaire où on travaille sur de l'information. Tu es en recherche d'informations, de tendances, C'est vrai. d'entreprises, Ouais. de secteurs. Et je comprends que et là-dessus, je sais que sur la recherche d'informations, en tout cas, je suis comme toi, à mon expérience personnelle, je dis que Perplexity est meilleur que ChatGPT. Tout à fait. Avec une information qui est live et sourcée, ce qu'on dit aussi, c'est que moi, je dis ça dans mes formations, mais c'est que en 15 minutes de Perplexity, on peut faire l'équivalent de 3 à 4 heures de recherche sur Google. Absolument, absolument. C'est dingue. Alors franchement, on a quand même passé beaucoup de temps sur Google. Si on se dit ça, c'est ouais, c'est dingo. Mmh mh. Heu, Perplexity, il me semble qu'ils viennent de faire une nouvelle levée de 200 millions de dollars sur 20 milliards de dollars de valo. Et après, je suis d'accord avec Ça toi. avait été appelé un AI Ouais. wrapper, hein, à la base. Ah ouais, tu as raison, tu as raison. C'était C'est appelé vrai. juste une couche, superficielle au-dessus des modèles à la base. Ça, c'est un grand débat. Il y a plein de trucs qu'on appelle des AI wrappers comme ça que et à la fin, c'est un débat sans fond. On te dit, Manus, Genspark, c'est des AI wrappers. On te dit Lovable, c'est un AI wrapper. Mmh. Mais au final, est-ce que tout n'est pas même un wrapper d'internet? Bah, on aurait pu dire la même chose sur les logiciels de la vague précédente. Est-ce que c'était des wrappers Ouais. autour du cloud, tu vois? Ah bien sûr. Mais La preuve que Perplexity, non. j'adore et surtout, je trouve moi, je suis très surpris par, les nouvelles fonctionnalités qui sortent. Moi, j'ai une version plus aussi, hein, donc le lab de Perplexity qui permettent quand même de faire du deep research phénoménal Absolument. et le navigateur Comet, je ne sais pas si tu l'utilises, Ouais, 1er vrai navigateur agentique fonctionnel sur un ordinateur. ouais, ils s'y mettent un peu tous. Sur le deep research, je mets une petite astérix à ce que Ouais, je dis. Une petite préférence pour ChatGPT pour le pareil, deep research. pareil, pareil, pareil. Donc en fait, ça dépend des cas d'usage, Mmh. mais je pense que toi, encore plus que moi dans ton job, tu testes des outils, Ouais, sans cesse des nouveaux outils. Ce que je remarque, c'est qu'il y en a très, très peu que je garde dans le temps, tu vois? Et en plus, tu vois, le note taker, mmh, bien sûr. le scribe, Ouais. heu, c'est un très bon exemple parce qu'en fait, tu testes plein de scribes et tu te dis: «En fait, je préfère granola» ou je pré whatever it is Alors ça, et on en après parlait aussi ensemble. L'assistant de réunion, le note taker, ouais, l'assistant de bien réunion et sûr. en fait, tu Alors, t'aperçois en tant que VC, Zoé, évidemment, la mode et tout ça, tout le monde parle de granola, l'outil non, préféré c'est des pas mon VC. préféré. OK. Non, ce que j'allais dire justement, c'est que parfois, tu as des outils qui vont devenir des features. Mmh. À part si tu as, une grande complexité, médicale, par exemple, ou autre. Moi, mon note taker aujourd'hui, j'ai changé pas mal de fois, hein, mais aujourd'hui, c'est Notion. J'ouvre l'application Notion, et je prends des notes à Ah la perso ouais.
Et en fait, je fais du franglais sans cesse, comme tu as Ouais. dû le remarquer. Bien sûr. Il le Tu détecte peux tu peux y parfaitement. aller ici. Exceptionnellement, tu as une autorisation pour le Il podcast. comprend tout, il me fait des notes quasi parfaites. Et en fait, il est intégré dans l'outil que j'utilise tout le temps. Donc, pourquoi pas? Ah, écoute, c'est super intéressant. Mais Perplexity, tu vois aussi, c'est vrai que personne a réussi à vraiment les concurrencer sur ce qu'ils ont fait. C'est vraiment très fort, Mm. franchement. Et ils ont une longueur d'avance. C'était le côté adoption, go-to-market, qui est très important. Dans le consumer, ça va très, très vite. Mmh. Et on va parler d'MCP, mais est-ce que grâce au MCP, tout va se faire depuis cette interface-là? Tu vois, Mmh. ça engendre pas mal de questions. Le fait qu'ils aient tellement d'utilisateurs aujourd'hui, ça leur donne un edge énorme. Arvin, là, le fondateur de Perplexity, je sais pas si tu l'as rencontré, Non, mais en tout cas, moi, je l'écoute dans des podcasts et tout ça, et je trouve qu'il a une analyse du marché qui est très, très forte. très fine. Après, il a bossé chez DeepMind, il a bossé chez OpenAI, donc il, il a vu beaucoup de choses avant de démarrer ça. Il connaît très bien son sujet et c'est ça l'avantage des fondateurs, fondatrices qui ont passé un peu de temps dans les labos IA avant, c'est qu'ils ont eu un exposure Mm. que les autres entrepreneurs n'ont pas toujours et c'est important. Il disait il y a 1 an à peu près, enfin moi ça m'avait marqué par la simplicité de cette analyse en tout cas. Il disait, ben tu vois, pour Edge AI ou en tout cas la solution dominante sur le marché dans l'IA générative, attention, hein, c'est pas forcément ce qui se passe, c'est pas forcément vrai, mais il disait si ce qui gagne, c'est énormément d'argent et beaucoup de talent, ce sera OpenAI. Si c'est énormément de talent et Ouais, ouais, pas mal pas de d'argent, ça. ce sera Anthropic. Je me rappelle de ça. Et tu vois, ce prisme-là, il m'avait quand même, je trouve qu'il simplifiait énormément la donne. Ouais, moi aussi, je me rappelle presque de manière imagée de cette réflexion. Est-ce qu'on a une réponse? Pas vraiment, pas encore. Pas vraiment, on a un avis, peut-être On a un un avis. sentiment dans On a un l'utilisation. avis, ouais. Magnifique, c'est passionnant, Zoé. Continuons. Alors, maintenant, il faut absolument que tu nous parles de Belderton, qui est quand même un fonds majeur. Tu occupes cette position, en plus, centrale de principale. Je crois que tu es un peu entre Paris et Londres, il me semble. Est-ce que tu peux et donc Belderton, vous avez fait une annonce, vous avez levé un fonds aussi il y a de 1,3 milliard de dollars il y a 1 an, Mmh. pour l'Europe. Donc, écoute, j'ai eu le plaisir de recevoir ici KT Innovation, pas mal. On avait eu Lightspeed Venture aussi avec Antoine Moirot, mais Balderton, c'est quand même un incontournable, un fonds légendaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en particulier sur l'IA? Oui, alors Balderton, c'est un fonds qui existe depuis, on va fêter nos 25 ans dans quelques semaines. C'est un fonds qui fait de l'early stage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'early stage? C'est seed A, B, c'est des entreprises soit balbutiantes, soit, on va dire, si on continue avec l'analogie des enfants, jusqu'à l'âge de 10 ans. Ouais. Et après, on a un fonds growth qui est un petit peu plus récent, mais qui a quand même quasiment 7 ans maintenant, qui va prendre le relais et qui va mettre des plus gros tickets jusqu'à l'âge adulte des entreprises et un peu plus loin encore. Donc, oui, on a levé 1,3 milliard, mais ça se découpe en 2 fonds Ouais. distincts. OK. Le fonds early stage où je travaille, Mmh. on va faire des chèques entre 1 et 20 millions de dollars, Ouais. et le fonds growth qui va un peu prendre le relais jusqu'à 100 millions de dollars. Ouais. Donc, tu peux écrire des gros chèques. Hem, Un objectif étant aussi de pouvoir suivre des boîtes d'un fonds à l'autre, quoi, entre guillemets, hein. Exactement. Enfin, il y a une partie de ça. Mmh. C'est pas la stratégie centrale du fund D'accord. growth, Ouais. mais tu as forcément toujours un avantage quand tu as un fonds early parce que tu vois les boîtes, même les boîtes dans lesquelles tu as pas encore investi, tu les vois dans la durée. Bien sûr. Donc c'est intéressant et on échange des insights constamment. C'est-à-dire que Mmh. plus tu es early, plus tu vas entrevoir le futur en quelque sorte, et plus tu es late, plus tu vois des choses qui se consolident, et les 2 sets d'informations sont importantes. Donc quand le fonds gros s'apprête à investir dans une boîte Ouais. technologique dans l'IA, bah, cette Ouais. boîte-là, elle a un certain nombre d'années à son compteur déjà. Elle nous demande toujours notre avis sur la technologie qu'elle Ouais, déploie, bien sûr. par exemple. Et donc voilà, on en est à notre 9e fonds early stage. On est, comme tu l'as dit, très focus sur l'Europe. Donc on investit que dans des fondateurs, fondatrices européens et européennes. Pas forcément en Europe, mais en général, ils sont basés en Europe. Ouais. Et la façon dont ça fonctionne, c'est on a le bureau principal qui se situe à Londres, Mmh. et ensuite on a des bureaux annexes avec des gens qui couvrent les géographies importantes. Donc ma responsabilité, c'est de couvrir la France. Ouais. Je suis avec 2 autres personnes pour faire ça. Il y a l'équivalent à Berlin. Il y Ouais. a une personne qui passe beaucoup de temps dans les Nordiques, etc. Hem
Et je dois dire que j'ai l'impression que tu fais ça très bien parce que je te vois, moi j'organise des meet-up aussi, comptoir IA, des événements sur IA, mais je vois que tu organises aussi quand même, plein d'événements avec les startups. On en reparlera peut-être dans un instant avec, des CTO, Absolument. Ça fait tu partie du es job. proche du marché là-dessus, ça je l'ai Et puis bien. j'adore ça. En fait, parfois je source, mon sourcing, il se fait via mes CTO. Tu vois? Mmh. Ça arrive souvent que c'est un CTO qui, me parle d'une entreprise et ensuite je double-clique et je découvre quelque chose, donc c'est Ouais. intéressant, hein. Mais mais, hem, mais du coup, ça veut dire que oui, tu vois, tu as plusieurs casquettes. Moi, j'ai 2 grosses casquettes, on va dire. La première, c'est de couvrir la France et la Belgique, d'un point de vue géographique, donc D'accord. voir toutes les Ouais. boîtes un peu intéressantes sur Ouais. ces marchés. Et ma deuxième responsabilité, qui est aussi importante, tout aussi importante, c'est de couvrir des secteurs et ces secteurs ou des sous-secteurs et ces sous-secteurs que Mmh. je couvre toute l'Europe sur ces sous-secteurs et l'idée, c'est de trouver, le gagnant de ce secteur-là. D'où, tu vois, on Ouais, pourrait donc vous avez parler. un peu cette organisation, matricielle quoi, Ouais, localisation et secteur quoi. souvent les D'accord. fonds, ils vont Ouais. soit faire géographie, soit faire Ouais. secteur. Ouais. Nous, on nous demande les 2. Et donc, une partie de mes responsabilités, c'est de passer du temps dans ces secteurs et une autre partie de ma responsabilité, c'est de passer du temps dans ces écosystèmes. D'où les événements Mmh. dont tu parles. Et oui, c'est, je pense, important de mentionner peut-être certains de nos investissements. Oui, Hem avec plaisir, hein, bien sûr. On est généraliste, on investit Mmh. dans tout. Le machine learning, ça fait depuis toujours qu'on investit dedans. Forcément, ça s'est pas mal accéléré. Ouais. Mais tu vois, parmi nos portcos, on est les premiers investisseurs dans Revolut. Heu, Ça, c'est magnifique, ça, c'est ouais, ça, magnifique. c'est une des 3 plus Ça, c'est belles magnifique. startups On en européennes. parle, beaucoup en ce moment, c'est quoi? C'est pourquoi i c'est on va vers l'IPO, c'est ça, non? Ou Non, il y a eu des secondaires, du secondaire? du D'accord. secondaire, ouais, avec des valorisations, des très belles valorisations, Il y a très, de très l'IA aussi justifiées. dans Revolut aussi, Bien sûr, hein, bien sûr, sur le service client, j'imagine? surtout. OK. Ils Ouais. construisent quasiment tout en interne. Le CTO que j'ai eu la chance d'interviewer Ah oui, plusieurs oui. fois est passionnant, Mmh. passionnant, absolument obsédé par le client final, plutôt que par la technologie, donc ça, Mmh. c'est important. Mais donc oui, C'est Revolut, alors c'est là-dessus, si je peux me permettre, je suis client de Revolut et moi écoute, aussi. je trouve ça fantastique. Ouais. Alors, c'est pas la banque que j'utilise le plus, mais quand tu me dis obsédé par le client final, je trouve ça fantastique parce que en vrai, moi, j'ai ouvert un compte Revolut à la création de Revolut, hein, donc il y a, je sais pas, peut-être 6-8 ans, tu vois? Tu aurais dû investir en même temps. Ah, on est bien d'accord, Noé, on est bien d'accord. Mais ce que j'ai aimé à ce moment-là, ce que j'ai adoré, c'était, mon expérience utilisateur sur mon application, tu vois? Avec ma carte noire et tout et un moment, ma carte en métal et tout et voilà et j'adorais ça, j'adore ça par rapport à toutes ces banques qu'on s'est tapé, on peut te dire Boursorama, il y a plein de clients et tout ça, mais Boursorama, je suis client depuis beaucoup plus longtemps et c'est pas la même expérience du tout. Donc le fait que alors que maintenant la boîte vaut, plusieurs milliards et tout ça est aussi importante, il y a toujours cette exigence, client, tu vois? Je trouve Absolument. ça génial, je trouve ça génial. Bah, on pourrait parler de Revolut pendant des heures, Mmh. mais en réalité, tu as 2 trucs. Tu as, la qualité du produit et puis le manque de qualité dans le Ouais, marché existant et quand tu évidemment. compares Revolut à une banque un peu traditionnelle, c'est, night and day comme on dirait. Ça n'a absolument rien à voir. C'est fou, c'est fou. OK, magnifique. Revolut donc, Oui, tu en as d'autres Revolut, alors ou pas? ouais, Ouais. on a pas mal de boîtes françaises, dont Aircall. Ah bien sûr. On a, Contentful, on investit, Ouais, back in the day, on investit dans MySQL, tu vois? Il y a pas mal ouais, d'investissements et forcément, ces jours-ci, il y a quand même plus d'IA. ouais, Mais même avant, le moment de ChatGPT, on avait investi dans une boîte qui s'appelle Wayve dans voiture autonome. Et bien Wayve, sûr. elles ont levé 1 milliard de dollars l'année dernière et Tout c'est à fait, ouais. une boîte fascinante qui, Qui fait de l'entraînement pour les voitures autonomes, c'est ça? ouais, c'est ça, en fait, c'est un modèle pour les voitures autonomes qui a pris une approche complètement différente de Waymo et des existants Ouais. en disant: «Non, on va pas donner une carte d'une ville avec toutes les règles de conduite, Mmh. à un modèle. On va apprendre en faisant», Ah ouais, avec du self-learning et du ouais, reinforcement learning quand bien même sûr. aussi. C'est Tesla aussi qui a emprunté cette voie-là et qui Oui. s'avère être la meilleure des voies pour avoir et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que donc eux, ils font des partenariats avec des boîtes automobiles, comme, Ouais, je ne sais pas si je peux les citer, mais des grosses boîtes automobiles et ensuite ils vont mettre des voitures dans des villes qu'elles connaissent pas ouais.
et on va voir si elles peuvent se débrouiller. Et ce qu'on remarque, c'est que en Angleterre, ça fonctionne. Tu les mets dans une ville aux États-Unis, bah, ça prend, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 jours pour s'adapter. OK. Ensuite, tu les mets dans une ville, rien à voir, au Japon, Mmh. ça prend plus que 8 jours pour s'adapter. Tu les mets en Allemagne, ça prend plus que 3 jours pour Ouais. s'adapter. Et en fait, tu remarques que la diversité de data et le volume de data, évidemment aussi, Mmh. de données, permet au système d'apprendre d'autant plus rapidement quand il est confronté à un nouvel environnement. Et c'est ça l'idée, c'est que tu puisses avoir une voiture autonome dans n'importe quelle ville, pas seulement les villes où tu donnes toutes les informations, toutes les Bien data sûr, possibles oui. et imaginables. Donc, c'est un marché beaucoup plus grand. Ouais, ça, c'est fascinant et ça bougeait et donc et super approche, j'en avais entendu parler et au moment où on se parle, en plus, Tesla, cartonne en ce moment sur la conduite autonome, hein. J'ai vu des démos hallucinantes, un type sur X qui va à un mariage, et il a 2 heures de route pour aller à son mariage, il y va en toute autonomie, il Incroyable. et Aux tu le et États-Unis? aux États-Unis Ouais, aux et mais États-Unis. tu vois vraiment sa réaction. Enfin, en vrai, moi, j'aime pas trop conduire et je me voyais à sa place. Je crois que c'est dingue. J'ai vu hier, Dara, là, le boss de Uber, Mmh. qui disait qu'il essayait de faire un deal Investisseur, avec, ouais, derrière. ah, OK, mais qu'il essayait de faire un deal avec, avec Tesla, avec Elon Musk pour ces voitures autonomes, en fait, hein, qui appartiendraient aussi à des particuliers, qui pourraient les louer. Ça a l'air complètement fou. C'est le futur, donc Uber, ils sont obligés de se positionner dans ce sens-là. Ah C'est ouais, très intelligent. c'est Et ils y travaillent depuis très, très longtemps, faut le dire. Il y a un antécédent, bien sûr. et un historique assez lourd Et après, là-dessus. peut-être qu'il y a eu un peu du historique lourd, peut-être un peu des gros efforts et depuis le départ de Travis, je pense que ça s'est peut-être un peu calmé pour revenir ensuite, quoi. Ouais, tu es un peu obligé à un moment d'avoir, une structure financière et pas d'être dans la dépense, à Bien outrance, quoi. sûr. Mais donc voilà, ça, c'est quelques Ouais, exemples. On a aussi ouais, investi dans Photoroom aussi en France, dans évidemment. l'édition d'images, aussi avec l'IA. Fascinante histoire aussi là, Ouais. et une peut-être pour en citer une dernière, Convergence, Convergence, boîte d'IA qui a d'agent été agentique rachetée récemment, par non? Si je dis Salesforce il y pas a de quelques mois. bêtises. Ah voilà, par En fait, ils ont Salesforce. été rachetés par Salesforce 9 mois après notre investissement. Ah, on me les a présentés il y a quelque temps et on m'avait dit: c'est un carton, Et Convergence». j'adorais cet outil, tu vois? Si ça se trouve, s'ils n'avaient pas été rachetés, maintenant l'outil n'est plus n'existe, ça s'appelait Proxy et je l'utilisais notamment pour, dis-moi ce que pensent les gens de cet outil en particulier, et il allait scraper, et je lui demandais en particulier de regarder Reddit et il me faisait un rapport super Waouh! rapide, en utilisant computer use, donc en imitant un Ouais, comportement humain ouais. et en cliquant un peu, comme on ferait, tu vois? Et malheureusement, je ne peux plus m'en servir parce que ça a été discontinué et Salesforce est en train de se le réapproprier. Mais ouais, une boîte d'agentique utilisant computer use plutôt que par intégration. Et OK, ça c'était donc ça c'est un super deal, hem, mais c'est vrai qu'en fait, ben, avec l'IA générative, c'est un truc assez fou. Tu peux avoir de temps en temps des produits qui marchent et des équipes qui sont béton, mais il y a tellement d'attentes de la part des géants et du marché, donc des Salesforce, des GAFAM et tout ça, on est capable de leur dire: «Bon, ben, on ferme ça et on va se concentrer sur, le cœur business, IA générative de la grosse boîte», quoi. Ils sont tous obligés de se repositionner, Ouais. surtout ceux pour qui les business models n'ont plus de sens, tu vois? Tous les acqua-hires dont on a parlé aussi, tu vois? Ouais, en fait, tu as 2 faces, two sides of the coin, comme on dit en anglais. Tu as, à quel Mmh. point est-ce que les incumbents, les Ouais, entreprises existantes doivent se repositionner. Toutes, toutes doivent se repositionner, mais il y en a certaines qui doivent se repositionner radicalement, tu vois? ouais, Je te donne un exemple, il y a certains sites web où tu vas chercher un appartement, et ben, eux, ils sont rémunérés par, ouais, pubs. bien sûr. Et donc ils ont tout intérêt à ce que leur système soit pas, 100 fluide. En plus, c'est difficile à construire, donc en fait, tu passes du temps et tu dis: «Bah, en fait, je cherche 3 salles dans tel arrondissement» et cetera, et en fait, ça te donne pas exactement ça. Pourquoi? Bah, peut-être que leur tech est pas très bonne, mais c'est aussi parce qu'ils ont tout intérêt à ce que tu restes sur le site. Ils sont rémunérés au clic ou aux vues. Hem, ça C'est le même principe que les difficultés que Google a eues aussi un peu sur l'IA, par rapport à leur modèle du search, quoi, en effet, Ouais, en tout fait, à tout le fait. monde doit se remettre en question, mais certains plus que d'autres, en fait. Ouais, 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 De la tout à même fait, manière tout à fait. qu'on cherche les hôtels d'une certaine manière, sur Booking ou autre, demain, on En un fait, agent, on dira: te «Tu le veux donner ça?» trop vite, te le trouver trop vite, en effet, on comprend que Tu as des intermédiaires qui ouais, vont disparaître. Donc soit
tu as Mmh. une crise existentielle et tu es en mode: «Il faut vraiment que je revoie mon business 100%». Soit tu te dis: «OK, il faut que je rajoute des briques à mon business». Ouais. Salesforce, c'est: «Je dois rajouter des briques à mon business». Je dois garder les gens dans mon business, de CRM, tu vois? Ou Bien autre sûr. et donc voilà. Magnifique. Alors Zoé, maintenant notre sujet hyper attendu, le customer support. Donc c'est un sujet que tu as creusé, c'est je le disais, bah, je pense que c'est un des sujets principaux dans le collimateur de l'IA, dans lequel on sait qu'il va y avoir des investissements hyper importants, qu'il va y avoir un changement. Tu l'as mentionné, je pense que c'est très important, c'est des jobs qui sont pas forcément passionnants à la base, et qui vont devoir évoluer. Il va y avoir un déplacement très important. C'est quoi toi ton analyse donc sur ce marché? Quels acteurs est-ce que tu as identifiés, dans quel sens tu as l'impression que ça va? Est-ce que c'est le customer support va être remplacé par des agents très rapidement, et ça va permettre à plein de boîtes d'avoir des coûts beaucoup moins importants? Ou est-ce que ça va pas être comme ça, ça va pas se passer de cette manière-là? Ouais, je pense que je commencerais par dire que le service client, il est super important quoi qu'il arrive. Ouais, Même si tu as des agents, tu auras besoin d'humains bien sûr. pour pour les interactions un peu plus complexes et aussi super important pour remonter des informations, aux équipes produits pour changer le produit en accord avec ce dont le consommateur a besoin. En fait, c'est ça. In fine, les boîtes tech, elles cherchent à faire quoi? Elles cherchent à améliorer l'expérience utilisateur. Hem, donc Je trouve ça super important ce positionnement de départ que tu as, parce qu'on a parlé de Klarna, qui était allé à fond dans ce sens-là et qui est revenu en arrière. Mais j'en parle très souvent ici, c'est le chatbot de la SNCF, à qui personne ne veut parler, mmh historiquement. Mais en vrai, comme ça semble on te dit: «Oui, c'est des interactions assez simples et tout ça». Mais moi, personnellement, non. pour l'instant, ça a jamais plus parler à un chatbot. Ouais. J'ai jamais été vraiment séduit. Je me suis jamais dit: «Tiens, bah, c'est plus efficace», voilà. En général, moi, le chatbot à qui je parle, il peut rien faire, il est limité et c'est simplement des étapes supplémentaires avant que j'arrive à aller à avoir un 100%. être humain. Mais c'est la vie Donc de tout le c'est monde. super ce que tu dis, je suis tout à C'est fait la vie de d'accord. tout le monde Ouais. et en fait, tu as un autre truc qui est important, c'est la qualité de ton produit de base. Mmh. Donc s'il est pas trop complexe, tu vois? Si tu en fait, tu peux avoir un produit qui est tellement bon que tu minimises le nombre d'interactions de service client que tu as. Parce qu'en fait, les gens ont pas de questions, ils arrivent à interagir. J'ai jamais eu à appeler Revolut, tu vois, par exemple. J'ai eu des Exact. petits problèmes, sur d'autres interfaces, mais Revolut, j'ai jamais eu, un besoin de les Ouais, ouais, appeler tout à fait, ouais. et pourtant je les utilise tout le temps, Mmh. professionnellement et personnellement. Donc et pour revenir à ce que tu disais, on a tous eu tellement des mauvaises expériences, surtout au téléphone, où tu es en mode: «Mais passez-moi en humain maintenant». C'est horrible comme expérience et C'est et donc on a c'est non mais parlons-en, lâchons-nous, libérons-nous, c'est kafkaïen et ouais, moi je me suis retrouvé à ouais, à péter un câble, tu vois, dans des situations comme ça et c'est terrible, mais c'est la terrible. réalité des choses, c'est que c'est vraiment en train de changer Mmh, grâce à l'IA. tant mieux. Tu as un historique qui fait que c'est quand même le deuxième plus gros use case, d'IA agentique, potentiel Ouais. de toutes les use cases. Tu as que le code, la génération de code qui est au-dessus. D'accord, c'était bien celui-là que je pensais, donc le code et Le code ensuite est le en customer premier. Tu support. as toujours le Ouais, code en premier. D'ailleurs, Copilot, ça arrivait bien avant, ChatGPT, hein. bien Et sûr. si mais sur l'interaction client et on a fait un Donc je comprends pourquoi tu as pris le temps de travailler en vidal ouais, sur le sujet. en fait Parce que sur le code, on sait que c'est des centaines de milliards, cursors, les poolside, tous ces acteurs, mmh mais sur le customer support, donc c'est quelque c'est chose de immense. colossal. C'est colossal et en fait, je m'en suis aperçue, tu vois, en lisant des rapports et cetera, mais j'ai fait un sondage avec nos CTO avant notre CTO Summit, que j'ai aidé à organiser l'année dernière et 70 d'entre eux voulaient mettre quelque chose en place en customer support. Donc en fait, OK. et après tu vas poser la question: «Comment? Pourquoi?» Évidemment, nos CTO sont très, très tech, donc ils essayent de construire ça en interne. À quel point est-ce que ça construit en interne versus est-ce que ça achète en externe? Mmh. Quelle est la demande des grosses entreprises versus les petites entreprises Bien sûr. versus les entreprises tech? Et en fait, tu as envie de creuser tout ça pour essayer de trouver un gagnant. Le marché du service client, d'un point de vue logiciel, il est à peu près de 50 milliards de dollars historiquement, Mmh. avec des catégories différentes.
le marché de répondre à des questions des clients, juste des queries, tu vois, soit vocales ou écrites, c'est plus de 300 millions de dollars dépensés par an. Et 80% de ces questions, Ouais. c'est des questions dignes d'un FAQ bien structuré. Donc, tu vois, c'est vraiment un marché où tu as ça, 300 millions 300 milliards. 300 J'ai milliards dit milliards 300 Milliards, non, milliards. non, milliards, Voilà, je milliards. me disais bien. Au moins 300 Donc milliards. Et c'est 50 milliards en conservatrice. logiciel, Ouais. 300 milliards en Réponse. personnes qui répondent Répondre à de des l'autre questions. côté. Répondre à des questions, répondre à des besoins, peut-être performer quelques Ce qui actions. m'étonne pas du tout, enfin je vois très bien et oui, oui, bah, 300 milliards. c'est l'équivalent du marché du logiciel américain dans sa globalité. Et en fait, 300 milliards de c'est dollars. conservateur, hein, ce chiffre. Ouais. C'est mon chiffre. Et je Ouais. suis en général assez conservatrice. Alors mais tu as qui comme boîte dans les 50 milliards déjà donc le Bah, logiciel dont tu alors ouais, dans tu as cette Intercom, catégorie-là, tu as des catégories qui commencent de plus en plus à se mixer. Tu as le ticketing service, donc les intercoms, les Zendesk. Les Zendesk, c'est à 3 milliards de revenus aujourd'hui à peu près, un peu plus. Tu as les Freshworks. Et ça, c'est les logiciels qui sont arrivés après les tout premiers CRM on-premise et ensuite dans le cloud. Et ensuite, tu as eu des solutions un peu moins chères qui sont celles-ci. D'ailleurs, Zendesk, ça vient de Copenhague à la base. Ouais, c'est vrai. Intercoin, c'est des fondateurs irlandais basés aux US. Donc, tu as un historique européen dans ce secteur-là. Ensuite, tu as les solutions qu'on appelle CSaaS. Donc, ça, c'est les Genesys, Nice. Tu pourrais mettre Aircall d'une certaine manière Ouais. là-dedans. C'est plutôt dans le vocal. Oui. C'est tous les logiciels qui te permettent de suivre ce qui se passe dans l'interaction client à la voix. On avait Webhelp aussi, Tu as Webhelp aussi. Mais qui était alors, fait par des Français. Webhelp, c'est un peu plus c'est pas mal de choses, mais c'est notamment un BPO. Donc, Mmh. c'est une agence de outsourcing. Oui, 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 d'accord, d'accord et ça, on va y aller juste après, Ouais, d'accord. on va y aller Je préfère après. d'accord, Mais tu as OK. ça et après, tu as tout ce qu'on appelle customer success. OK. Après le customer support, tu peux essayer de faire plus. Tu peux essayer de t'assurer que tes clients existants ne vont pas partir de ta solution. Ouais. Et tu vas essayer de t'assurer qu'ils sont contents avec ta solution. S'ils sont très contents, tu as peut-être envie de leur vendre autre chose. Ça, c'est le customer success. Et ça, c'est encore une autre catégorie. De logiciels dans le customer success. Ouais. Parfait. Et Ça, c'est ensuite, marrant parce que j'ai jamais autant vu depuis 2 ou 3 ans. Dans toutes les boîtes, j'ai vu des jobs de customer success, tu vois, qui se sont développés aussi à fond. ouais, ça Et n'existait pas avant ouais. 2005, tu vois, Mmh. ce poste-là. D'accord, donc customer success au niveau logiciel, OK, très bien. Donc, tu as ticketing, CRM, tu Ouais. vois, un quart du revenu, peut-être plus, de Salesforce vient Bien sûr. de service client. Donc, tu vois, ça doit être, je sais pas, 10 milliards, un truc comme ça. Mmh. Tu as les CSaaS dont je t'ai parlé, tu Ouais. as tout ce qui est Customer Success et après, tu as tout ce qui est Analytics au-dessus qui est considéré une autre catégorie, mais c'est assez petit encore. OK, super. Et toutes ces catégories, dans les dernières 10 années, ont commencé à se mixer. Donc, le CSaaS a commencé à faire du ticketing de texte. Le ticketing essaye de faire de la voix. Bien sûr. Tout le monde essaye de faire de l'analytics avec un dashboard. Mais Ils se sont tous verticalisés, en effet, ils ont essayé de ils essayent tous de tout partout faire. sur le ouais. Et pourquoi? Parce que c'est aussi la demande du client. Tu vois, maintenant, tu as des requêtes clients. À la base, les clients, ils t'appelaient que par téléphone. Ensuite, ils t'envoyaient des mails. Ensuite, il y a eu le chatbot. Ensuite, Ouais, tout tu ce veux un qui truc est intégré, en effet. réseaux tu as les réseaux pas sociaux. Zendesk pour ça, Intercom pour un autre Idéalement, truc, tu veux ouais. un provider de logiciels Ouais. qui te permet de répondre à tous tes clients, où qu'ils soient et dans n'importe quelle modalité. Bien sûr. Et ce qui permet aussi derrière d'unifier tes données, ta base client beaucoup plus facilement. Évidemment, évidemment, et de proposer donc un service client de qualité personnalisé. Mmh. Mais donc voilà, et donc OK. la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la taille du marché du service client avec de l'IA? C'est certainement pas 50 milliards. Ça va être entre les 50 milliards et les 300 milliards, mais qui sait, peut-être que ces solutions deviennent tellement fortes qu'ensuite elles deviennent des solutions de customer success. Et donc peut-être que ça va être plus gros que ce qu'on pense. Donc voilà, c'est un peu ça le framework of mind. L'IA générative, avec, ces logiciels, alors, permet d'empiéter, enfin d'avaler en une partie Des ce queries. que tu appelles tu l'appelles comment les 300 milliards Customer queries. C'est customer les queries, questions d'accord, que tes clients ont qui sont à l'égard. traités par un être humain aujourd'hui. Tout le service client, en fait, le BPO, business processing, outsourcing, Mhm. hem, donc ce qu'on se dit, en fait, c'est que
le logiciel et avec l'IA, bah, en gros, aujourd'hui, juste le logiciel, c'était 50 et qu'on peut arriver à prendre une grande partie de ce qui était fait par de l'humain en plus. Donc, on pourrait se dire que ça pourrait être Et ça va pas être 200, ça va 150, 200 milliards, en effet. mais ça va pas être le même pricing. Et le pricing, on Ça va être passe en trop cher. fait, on va passer, Sinon, c'était ça un coûte cher. énorme changement du pricing, en Mmh. effet, avec cette IA. On ne sait pas si c'est vraiment du travail ou du capital. Hem, on ne sait pas si on paye une licence ou si c'est, un Grande job, un question, agent de grande l'autre question. côté. Ouais, Ouais, c'est compliqué. grande question. En D'accord. fait, OK. Mais on voit le marché, en tout cas, tu vois le marché et tu ouais, vois bien 2 sûr. trucs qui sont intéressants. Le premier, c'est que tu as un setup extraordinaire pour, l'intelligence artificielle parce que tu as tellement de data. Oui, Ces systèmes de talk que ce soit Zendesk, Intercom, bien sûr. Freshworks, ça te donne une database de ticketing Ouais. très importante. Les boîtes de CSaaS, elles te donnent idéalement une database importante d'interactions à la voix. Mmh. Et tu as aussi, standards of procedures, des SOP qui sont en général assez bien définis. Ouais, Donc, tu as une database telle que en fait, les agents IA peuvent se nourrir de ça super bien. bien Et donc sûr. c'est un cas de figure assez unique avec, beaucoup de data, idéalement assez propre. En général, il faut Ouais, la nettoyer un peu, ouais. dont tu dont tu peux te servir, tu vois? Alors, est-ce que ça marche? Alors, petit exemple, hein, on parle depuis cette début de semaine sans arrêt de Agent Force de Salesforce. Mmh. Donc c'est aussi de la force commerciale, c'est pas que du customer support, mais il y a une partie dont tu nous parlais et Marc Benioff de Salesforce, il dit depuis 1 an, tout le monde va avoir un agent, commercial, ça va exploser. On sait qu'il enfin, franchement, il a fait des grands-messes, par rapport à ça, il était hyper chaud. Mmh. 1 an plus tard, sur 150 000 clients, Salesforce, il y en a 5 qui utilisent, qui payent Agentforce. Je fais la nuance entre payer et utiliser. Donc pour l'instant, en tout cas, on n'y est pas encore. Mais donc dans le customer support, toi, Zoé, heu, franchement sur le code dont on parlait, je pense qu'il y a quand même une adoption assez importante, Très qu'il y a importante, des ouais. développeurs seniors qui font le boulot avec ces outils de 3 à 4 développeurs juniors. Je le vois bien. Dans le customer support, donc est-ce que ça se passe là en ce moment? C'est une excellente question parce que la réponse va être, assez nuancée. Oui, ça se passe et ça se passe depuis un moment. On a tous, encore une fois, eu une confrontation avec un chatbot, Ouais. à l'ancienne. Tu as raison de parler de confrontation, c'est le bon mot. Ouais, non, non, moi j'ai eu de vraies confrontations, ouais. Ouais. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais enfin bon. Et est-ce que ça se passe aujourd'hui? Oui, avec des technos d'hier et des technos d'aujourd'hui, mais avec, une approche plus modérée, je dirais. Et en fait, ça dépend de qui tu parles, encore une fois. Mmh. Tu as les enterprise, les très, très grosses boîtes, tu as les plus petites boîtes, les boîtes de taille moyenne et tu as les boîtes tech et elles ont toutes un comportement différent en fonction de leurs besoins. Tu vois? Si je Bien sûr. prends les enterprises, elles veulent toutes s'outiller de ce genre de solution. D'ailleurs, elles se sont d'abord Ouais. outillées de BPO pour externaliser, on va dire que c'est à peu près un tiers du marché des 300 milliards, c'est BPO et 2 tiers, c'est interne. Et plus l'entreprise est grosse, plus, en fait, elle va faire appel à un BPO. Et aujourd'hui, elles se disent: «OK, ça me coûte combien par ticket en interne? Ça me coûte combien par ticket avec un BPO? Ça me coûte combien par ticket avec un agent? Est-ce que l'agent fonctionne? Ah, ça fonctionne pas». Carré Et OK, donc en fait ouais, et le problème avec ça, c'est que comme toi et moi, on le sait très bien, les solutions sont en train de s'améliorer drastiquement avec le temps. bien Tu vois? sûr. Et donc, elles cherchent quelque chose. Elles ont besoin d'un accompagnement white glove, donc vraiment un accompagnement de très, très près où je te prends la main et je t'explique et je t'aide à nettoyer ta database pour faire en sorte que les agents puissent fonctionner. Et elles ont besoin d'une sécurité et de guardrails très, très importants, tu vois? Surtout dans les secteurs régulés. Donc elles y vont petit à petit. Tu vois, j'ai parlé à une très, très grosse banque Ouais, dont je dirai pas le nom, mais ils ont un système, de service client interne avec des niveaux de complexité. Et donc je leur demande: «OK, mais ils utilisent, Sierra, ouais. un des grands». Ah bah, magnifique, Hem je voulais en parler. et j'ai Hier. dit: «Ah, mais vous utilisez Sierra, c'est génial, Mmh. est-ce que vous êtes content et où est-ce que dans votre stack de complexité, est-ce que vous utilisez Sierra?» Et en fait, ils ont dit: «Alors non, non, on a notre propre système. Sierra, on l'utilise simplement pour comprendre les intentions qui sont pas très claires». C'est-à-dire que si je pose une question qui est pas très claire, heu, Sierra va tout simplement traduire
ma query dans un texte qui va être compréhensible par le système global. Et quand je leur demande pourquoi vous n'utilisez pas Sierra pour tout, Ouais. ah, mais on ne sait pas encore. Puis c'est un système qui est compliqué, qui est Mmh. branché à plein d'autres systèmes. On n'est pas sûr que ça puisse fonctionner, et encore moins sur la voix. Donc, tu vois, tu as quand même, il faut On prendre un petit a peu une ils unité de mesure, tu vois. on a peur, on n'est pas encore prêt à lâcher le truc à l'agence, Et on tu a vois? besoin qu'on Ouais. nous prenne la main pour nous aider, tu vois? Beaucoup de ces boîtes qui essayent de signer des grands contrats comme cette banque, en Mmh. fait, ils vont t'envoyer 3-4 ingénieurs, au grand minimum, et ils vont essayer de signer Bien des gros sûr. deals, Ouais. et ils vont commencer avec cette toute petite brique que je viens de décrire, mais c'est pas du tout négatif ce que je dis. Ouais, ouais, C'est ouais. juste que ça prend du temps, tu Bien vois? sûr. Et si bon, si je passe aux startups, aussi très intéressantes, et j'adore leur poser la question parce Ouais. qu'elles sont, elles ont toutes les capacités en interne pour le faire elles-mêmes. Les startups, moi, ce que je vois, Les scale-up ils te plutôt. disent et les scale-up, je les connais, je les vois. Ils te disent, «Ah non, mais moi, je veux tout automatiser, je veux tout faire par des agences, moi, non, c'est Ouais, ça». mais ils veulent le faire eux-mêmes. Donc en fait, tu as la C'est moitié vrai, des boîtes avec c'est qui je vrai. parle, elles veulent construire ça elles-mêmes. Et si tu es Revolut, tu as un talent technique extraordinaire, tu as l'habitude de construire des trucs en interne. Si tu es Conto, tu as un talent technique Bien extraordinaire, sûr. et cetera. Ils ont tous un talent technique d'un certain niveau, mais est-ce qu'ils ont tous la capacité à mettre des ingénieurs qui pourraient bosser sur autre chose, tu vois? Ouais. Là-dessus, pas juste pour construire le produit, mais aussi pour le maintenir dans le temps. Tu vois? C'est ça un peu la question. Et la question, c'est: est-ce que tu as le talent, et à quoi ressemblent les solutions existantes? Et ce que je constate, c'est que la moitié essaye de construire ça en interne, et il y a beaucoup de va-et-vient entre: «Je le construis en interne et j'utilise quelque chose d'externe jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me plaise». Et en fait, ça leur sert assez bien de faire ça. On a une boîte dans notre portefeuille qui a fait ça, je sais pas, genre Mmh. 3 fois. Je le construis en interne, j'ai utilisé Intercom Fine. Ah, j'ai 40 de résolution, c'est pas mal, mais en Mmh. fait, ma satisfaction client est en train de décroître à Ouais. vitesse grand V. Bien Hop, sûr. je vais reconstruire mon propre truc. Ouais. Ah tiens, voici une solution qui est spécialisée dans mon secteur à moi. Ah, waouh, une résolution rate de 50-60 avec une satisfaction client qui est encore plus grande que celle que moi je pouvais avoir. Et tu as des va-et-vient qui sont très utiles parce que les solutions, elles sont en train de grandir, et le client, bah, il commence à comprendre ce qu'il cherche. Mais je trouve ça très important ce va-et-vient et je pense qu'en fait, il faut pas avoir peur. Avec l'IA générative, on est forcément dans l'expérimentation. Mmh. On est soumis à la roadmap de, OpenAI, d'Anthropic, et des milliards de dollars investis qui vont nous donner du token de qualité derrière ou pas et se dire: «Je tente avec quelque chose, je reviens en arrière», ça me parle parce que derrière, l'impact, il est tellement important. Si Revolut dont tu parles ou Conto, ils arrivent à à faire ça bien au bout d'un certain moment, et à l'automatiser à un très haut niveau, Mmh. mais ça veut dire que, tu vois, mais toutes les banques à côté, ils sont à des années-lumière de ça et au final, ça va être fondamental. Ça va leur donner un avantage incroyable. Absolument, absolument, mais et je rentre, dans Mmh. la phase un peu plus agentique. Quand tu regardes vraiment ce que peuvent faire les meilleures solutions, Ouais, les meilleures solutions que moi j'ai vues, elles ont une interface facile à utiliser, par des gens techniques, mais aussi des gens pas techniques, ouais, qui peuvent modifier, bien un sûr. standard of procedure ou un decision tree, ce qu'ils préfèrent. Et ensuite l'utiliser dans un sandbox. Donc, tu vois, ils ont un produit sandbox qu'on Ouais, ouais. propose pour essayer des choses sur des clients, synthétiques qui Ouais, ouais, n'existent ouais. pas, et ensuite ils peuvent le mettre en prod. Donc tu as un aspect, facilité d'utilisation, et ensuite tu vois combien les gens flippent quand ils mettent le produit en face d'un client existant. Et en fait, ce que je vois, c'est que Bien tu sûr. mets des produits, en fait, si c'est pour répondre à des questions simples, et c'est 80 des questions, hein, entre 70 et 80 des questions sont très simples, tu vas utiliser un agent IA sans trop te poser la question. Dès que tu commences à prendre des actions, Mmh. à faire une action, Ouais. ça commence à avoir peur. Même si il y a certaines startups qui sont capables de faire des actions assez poussées, tu vois? Ouais. Mais ça y va très graduellement. Mais c'est quoi les actions? C'est donc répondre à un ticket, comme tu disais, ça peut être comme du FAQ, c'est une information qu'on va aller chercher, ça c'est OK. Les actions importantes, ça va être quoi? Ça va être un remboursement, ça va être, est-ce que tu as Ouais. quelques exemples pour Ouais, qu'on se ouais, bien projette sûr. bien sur ce que fait l'agent, tu Bah, vois, si de on il manière faut prendre un concrète? secteur pour Ouais. pouvoir, mais si on prend la fintech, par exemple, OK, très bien. une action simple, c'est, j'ai besoin de résilier mon compte. Ouais.
Ou est-ce que tu peux m'upgrader un platinum ou autre? Ouais. Une OK. action compliquée, ce serait, Oui. il y a, une activité étrange sur mon compte, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, bien sûr. Une investigation de Clairement. fraude, Mmh. une investigation de blanchiment d'argent. Ça, c'est des trucs que certains agents IA, je pense même, sont capables de faire aujourd'hui. Je sais pas si elles sont capables de le faire at scale, mais est-ce que quelqu'un le déploie aujourd'hui? Non. Ça, c'est fort parce que tu vois, je l'ai fait moi à une époque, je gérais des sites e-commerce, tu vois? Et je me suis retrouvé dans ces situations avec des tentatives de fraude sur Stripe et tout ça. C'est quelque chose qui nous a pris des plombes, qui était, hyper time consuming, et ça C'est bougeait complexe et il pas y a la réglementation et autour. Stripe bougeait pas. Il y a la réglementation et ça, si on peut l'accélérer, c'est fantastique, Et quoi. ça, c'est possible. Ça, c'est possible. J'en suis convaincue. Mmh. À quel point est-ce que, on va pouvoir, les implémenter rapidement et at scale? C'est ça la question. Mmh. Et à quel point est-ce qu'il y a une appétence et une confiance, pour les mettre en pratique? De toute Mais façon, mmh. ça prend toujours plus de temps quand tu as affaire à un business. Le B2B, ça prend toujours plus de temps que le B2C. Et puis les programmeurs, ils vont toujours plus vite que les autres. Donc, tu as ces 2 choses-là qui font que, bah, les agents, de coding vont être adoptés beaucoup plus rapidement. Ouais, je comprends. Mais j'aime bien ce que tu disais sur les guardrails, donc les garde-fous aussi qui sont, essentiels, parce que en fait, on a tous été, biberonnés dans l'IA à l'histoire du chatbot de Royal Air Canada, qui s'était engagé à rembourser, le billet d'un internaute, Mmh. alors qu'en fait, il était pas censé le Ouais, rembourser. Il s'était un peu enflammé tant mieux et au pour lui. final, ils ont perdu Royal Air Canada. Ouais, ouais, j'ai Et et donc tu te dis en effet, bah, si mon agent, il part un peu dans tous les sens et qu'il commence comme ça à être hyper généreux, ouais, voilà, ouais, ouais. ça peut être, ça peut me coûter très Et encore, cher ça, c'est pas le pire. et Ça, et c'est pas le donc pire. et ben, Dieu et qu'est-ce qui est pire alors? C'est ce qui est pire. Ce qui est pire, c'est de faire une faute par rapport à la réglementation locale. Ah ouais, d'accord. Ça peut te mettre dans Ouais. un pétrin pas possible Genre on peut te fermer quand ton il y a un business en suspicion. fait, Ouais. limite ça. Donc en fait, je sais pas, par exemple, si, toi, tu es un suspect, Mmh. dans un cas de blanchiment d'argent, Ouais. et que tu fais une query, il faut pas du tout que le système te dise qu'on te suspecte de blanchir de l'argent. Ça, c'est une faute grave d'un point de vue réglementaire. Donc ouais, tu peux, distribuer de l'argent un peu trop facilement, puis après tu peux faire des fautes qui peuvent fermer ton business. Ouais, c'est dingue. Donc, est-ce ça tu vois des choses qui avancent, il y a les garde-fous. Il doit y avoir un moment dingue, tu il y a quelques moments dingues, tu l'as décrit tout à l'heure, c'est quand tu passes à du réel, que tu dis à ton agent, «Vas-y» sur une vraie personne Ouais. et ensuite, il doit y avoir un autre moment où c'est, ben, on l'a fait tourner sur du réel pendant un mois et ça marche. On a un taux d'erreur faible. Ouais. Là, ce que j'imagine en tout cas, c'est qu'à ce moment-là, pour moi, tu reviens plus en arrière. Tu reviens plus Voilà, en arrière. voilà. Tu reviens plus Là, en c arrière. Donc tout ce qui est, query simple, hem, tu vas plus jamais utiliser un humain pour le faire et les humains, en fait, tu vas leur demander de faire des choses même plus intéressantes pour eux, tu vois? De parler avec, ouais. un consommateur qui a un besoin un peu spécifique ou qui a une plainte spécifique par rapport au produit, c'est beaucoup plus intéressant. Mmh. Après tu as les modalités aussi. Donc le texte, c'est beaucoup plus facile que la voix. Ouais. Et comme j'ai dit tout à l'heure, idéalement, je suis une grosse banque, j'ai envie d'acheter, pas trop de solutions non plus. Aujourd'hui, comme, les solutions sont en train de s'émanciper, on va dire, d'un point de vue technologique, tu as une solution qui est forte en voix, tu as une solution qui est forte en texte, hem, face aux clients. Tu as une solution qui est forte à suggérer des réponses aux agents humains, la Mmh. human in the loop approach. Je pense que ça va converger dans le temps et vont essayer de tous, offrir, quelque chose all in one. Ouais, magnifique. Sierra, t'en parlais. Sierra, c'est une boîte, je sais qui travaille avec, 20 du Fortune 500, avec des boîtes, de plusieurs milliers de personnes. Ils ont fait une très grosse levée de fonds encore, sur une valo de 10 ou 10 pas 000 10 milliards, 10 Mmh mh. milliards. On parle beaucoup de Sierra. Mmh. Tu t'en parlais justement, tu l'as étudié. Tu en penses quoi, Magnifique, Je enfin, sais que l'équipe c'est derrière, un c'est des coup, stats, ça on le savait alors tu as déjà, Brett Taylor mais qui ouais, est à la tête voilà. de cette boîte Et et lui, Brett il Taylor, il est était même au légendaire. board de OpenAI, je crois, donc Ouais, il est chairman, je voilà. Oh, crois, Charmin, OK. et en tout cas, il était CTO de Meta, il Ouais. était co-CEO de Salesforce, je veux dire, il a vu du temps. Faut pas, enfin, ils ont levé 350 millions sur une valeur de 10 milliards alors que la boîte a, je sais pas, 18 mois, peut-être, un truc comme ça.
c'est un go-to-market play maintenant. Mmh. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu vas sur LinkedIn, tu regardes Sierra, ils ont embauché plus de 100 sales, Ouais. mais pas des sales n'importe qui, des sales qui sont Ouais. des pontes du sales de la tech dans chaque région des États-Unis et ils sont en train de faire la même chose en Europe. Ah ouais. Donc en fait, comme est-ce que les gens sont prêts pour adopter des solutions très, très poussées dans l'agentique? Est-ce que les solutions sont prêtes? Tu as 2 questions. Eux, ils s'en fichent. Ils font un go-to-market play où ils sont en train de c'est blitzkrieg, pour envahir le marché le plus Ouais. rapidement possible et couvrir le marché le plus rapidement possible. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est dans tous les secteurs. Parce qu'à la base, ils se focusaient sur le e-commerce, sur des secteurs où tu as beaucoup, beaucoup de queries, tu as beaucoup de Mmh. consommateurs qui vont appeler le Bien service sûr. client. Ouais. Non, non, c'est dans tous les secteurs. Même, les secteurs régulés comme, les financial institutions. Mmh. La finance. Donc ouais, tu as Sierra Ouais. et puis tu as Decagon aussi, aux États-Unis. Decagon, oui, j'en ai Ouais. entendu parler. Ouais, Decagon, d'accord. c'est l'autre grand. La seule différence entre les 2, c'est que Sierra, ça va être un peu plus, pour des grosses, grosses enterprises et Decagon, ça va être un produit un peu plus facile, Ah. self-serve, quoi. Ouais. Donc pour des clients, légèrement un peu moins mais bon, ils sont tous les 2 en train d'essayer d'avoir, accès aux plus gros clients et après tu as toute une panoplie de startups Ouais. qui ont des approches un peu différentes, dont des startups européennes. Tu as, une boîte qui s'appelle tu as 2 boîtes qui sont focus sur la finance, qui s'appellent Eloquent AI, qui utilisent computer use, donc qui imitent Ouais. ton user behavior en ligne sans intégration et tu as Gradient Labs, ça c'est une boîte UK et ça c'est une boîte UK-US. Hem Mmh. et elles sont focalisées là-dessus pour avoir, une profondeur agentique plus importante que les autres. Mmh mh. Tu en as une qui s'appelle Kappa.ai, Ouais. une boîte nordique pour le coup, mais Oui. européenne, qui est focus sur le service client pour les entreprises techniques. Donc si, tu es une entreprise de cybersécurité, Bien en sûr. fait, ton service client, il est plus complexe. L'agent IA va se nourrir de toute la documentation de ton Ouais. produit pour ensuite pouvoir répondre aux devs qui posent des questions. Mmh. Tu as ParaHelp aussi, qui est basé entre Stockholm et les États-Unis. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs Ouais, donc tu as un gros marché, ouais. et qui peuvent se verticaliser, avoir une approche peut-être un peu différente ou avoir un go-to-market play. Mmh. En Ouais, non, mais si le donc résumé, c'est c'est ça. colossal. Donc vous avez investi ou tu penses que Pas vous encore. allez investir, J'espère. prochainement? Le marché est énorme en tout cas. Le marché est énorme et nous, notre objectif, c'est d'investir dans des boîtes qui ont vocation à gagner le marché global. Ouais. Ouais. Donc, et c'est pas forcément une boîte européenne qui va faire ça, mais il y a des bonnes raisons de croire qu'on a un héritage assez fort dans le secteur Mmh mh. pour croire qu'il y aura un gagnant, local. Mmh, magnifique. Hem, je suis obligé de saluer, mon ami, Maxime qui fait, Ago, je sais pas si tu en as entendu parler, qui travaille avec Miracle. Donc je l'ai reçu ici, ça fonctionne très bien sur du customer service, technique justement. Ah OK. Heu, J'en ai je entendu te le parler, mais présenterai, il est fantastique, Maxime, il est trop sympa et c'est un ex c'est pour moi, j'ai adoré le recevoir ici parce que c'est un copain et c'est un des premiers développeurs qui s'est vraiment mis à l'IA générative, en France, tu vois? Et il organise des meet-up aussi et à Go, donc ça marche très bien. Il y a beaucoup de RL, de reinforcement learning, sur ces sujets-là. Heu, hem, c'est un peu la mode, quoi, en ce moment de ouais. payer des gens, pour, éduquer l'IA, quoi, en fait. Tu es un peu obligé. Je veux dire, quand tu regardes les avancements technologiques d'aujourd'hui, en pre-training, tu as plus de data, réelle. Bien Donc sûr. tu peux utiliser de la data synthétique, ça c'est une façon Mmh. d'augmenter ton champ de vision. Mais maintenant, on est dans une ère où en fait, tu es en train d'optimiser en apprenant en faisant. Donc si tu apprends en faisant, tu as besoin d'avoir du reinforcement learning. Tu as une Ouais, récompense si tu fais bien, bien sûr. et tu es obligé d'avoir ce loop là. Donc oui, tout le monde fait ça. Et après, bah, l'autre grand sujet, c'est le MCP, Ouais. pour avoir, accès à l'action, donc prendre des actions avec des logiciels existants et ça, c'est, l'autre clé de voûte, je pense. Ah ça, c'est fantastique, ça on en est qu'au début aussi, mais ça va aller très, très vite en effet, ces agents qui vont avoir une capacité d'action, pouvoir utiliser le modèle, suivre des instructions et utiliser des outils. Ouais. Utiliser des outils, c'est ça le point de blocage aujourd'hui. Mmh. Sur le BPO, juste, ça tu l'as étudié aussi, donc les gens, de l'outsourcing, des gens qui sont dans des pays étrangers, qui Mmh mh. répondent au service client, Mmh. peut-être, en texte et à la voix, ça tu penses que ça va beaucoup bouger? Moi j'ai vu quelque chose là-dessus, c'était,
Aux Philippines, apparemment, tu as un taux d'adoption de l'IA de 80%. Un des taux d'adoption les plus forts au monde, bien supérieur aux États-Unis, Super intéressant, je savais pas. peut-être 40%, tu vois? Pourquoi? Parce que, bah, tous les Philippins, ils bossent dans des call centers, d'outsourcing et tout ça. Mmh. Et j'ai vu un exemple dystopique par rapport à ça, et donc je t'enverrai cet article que j'ai en tout cas qui était assez dingue. Hem, 80% d'adoption, et l'exemple dystopique, c'est un salarié dans un de ces call centers philippins. Il te dit: «Moi, on m'a donné de l'IA, on m'a dit: "Ça va t'aider, dans ton job tous les jours. Ça va te faire gagner du temps, tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile, tu auras pas besoin de faire du translate et tout ça"». Et le type, il dit: «Bah, en fait, malheureusement, je me suis rendu compte que, bah, plutôt que m'aider, aujourd'hui, c'est plutôt l'IA, c'est mon boss». Et elle lui dit: «Voilà ce que tu dois faire, tu dois passer, un coup de fil, tu rappelles». Tu vois? Et là, tu te Waouh! dis: «Waouh, on est dans le mauvais sens, quoi», tu sais? Enfin, et l'IA met la pression à Waouh! ce salarié. C'est dingue. Non, alors dans les BPO, est-ce qu'ils utilisent de l'IA? Oui, Ouais. forcément, mais ça veut aussi dire qu'il y aura un peu moins de demandes pour peut-être le BPO, il est utile parce qu'il est moins cher, mais il est aussi utile parce que tu peux externaliser une fonction qui est dure, c'est dur de recruter des gens dans le service Ouais. client, surtout si tu es une boîte internationale qui doit couvrir plusieurs, langues ou autres. C'est pour ça que les gens, ils utilisent des BPO. Mmh. Ah, j'ai un nouveau produit, ce produit, je peux pas, j'ai pas le temps d'entraîner des gens dans mon service client pour en parler à mes clients, donc en fait, je vais utiliser un BPO pour ça, Ouais, bien sûr. ça va plus vite, tu vois? Ouais. Ou, il faut que je le fasse en français, bah, je vais prendre, un BPO au Maroc. L'IA est très bonne en traduction, donc tu vas avoir un rééquilibrage qui va se faire, c'est sûr. Ça ça je ça c'est une thèse, c'était, Jean-Louis, Queguinier de Gladia, que tu dois Bien connaître, sûr. qu'on salue, qui est passé 2 fois ici, qui m'avait, éveillé là-dessus il y a 1 an et demi, 2 ans. Il m'avait dit: «Imagine-toi dans quelque temps, mais dans n'importe quel service, une personne dans le monde entier, pourra, te faire le job derrière son ordinateur. Un Égyptien qui est ingénieur, tu vois, il pourra travailler avec toi en vocal, alors que, il parle arabe et que tu parles anglais, et pareil Incroyable, avec un Chinois, et 24 heures sur 24». extraordinaire. Ça, tu vois, ça m'avait pas mal bluffé, et il travaille là-dessus, hein, notre Jean-Louis. Mais aujourd'hui, Zoé, c'est une réalité là depuis, regarde, Apple, les AirPods, 3 là, tu sais, et Meta a fait des annonces hier aussi avec, les Glasses là, Connect, sur la traduction instantanée, Mmh. les AirPods 3. Donc j'ai vérifié parce que je me posais la question, donc ça a l'air de fonctionner. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas d'AirPods parce que j'aimais pas trop avoir le truc dans les oreilles. Je pense que je vais me les acheter pour le Mais tu déduire. craques sur tous les Pour produits on se d'Apple en ce moment, c'est dingue. J'ai acheté l'iPhone Ouais. Air, et enfin je l'attends, je devrais l'avoir demain. Mais tu vois, non, mais ces AirPods 3, c'est à la base, on se parle tous les 2 dans toi tu parles en anglais, moi je parle en français, on a nos AirPods 3, hop, on s'entend, c'est traduit, franchement, c'est de la science-fiction, c'est Star Trek. Mais ce que j'ai vérifié, c'est que on se fait un FaceTime, on est en visio avec les AirPods 3, Mmh. on parle dans une langue différente, c'est la même chose. Donc ce qui veut dire que sur toute cette dimension customer client, la barrière de la langue, Elle elle n'existe elle quasiment plus. elle n'existe plus, et peut-être les 20% qui restent aujourd'hui, dans 1 an ou dans 1 an et Mmh. demi, on connaît, les lois de l'IA générative, ça n'existera plus. Ça, c'est dingue. Alors encore une fois, ça existera toujours, hein, le service client, toujours ça existera Oui, parce oui, que le service client, oui, mais la barrière de la langue, je veux dire, ah oui, oui, la barrière de la langue, bon, existe déjà quasiment plus, je trouve. ouais, et tu as raison, mais ça, c'est fou, c'est fou. Ouais, ouais, c'est incroyable. Tu as une économie globalisée, et en particulier, je pense même dans le service client. OK, donc j'espère que vous allez investir là-dedans. On va suivre ça de très Ouais, près. on va voir. Franchement, ce serait un méga move, c'est certain, pour nous trouver un acteur ou financer un acteur global à ce niveau-là, et j'espère l'orienter ou faire passer le message qu'il faut qu'ils arrêtent de nous, mettre dans des situations où on est en confrontation avec eux. Plus de Pour la tête. confrontation. C'est une confrontation, c'est qu'ils ont mal fait, leur job. Franchement, ce serait fantastique, tu vois? Une expérience client aussi géniale que celle de Revolut, dans le service client, magnifique. Zoé, nos petites questions de la fin, est-ce que tu as, niveau, intelligence artificielle générale, Edge AI, super intelligence, c'est des sujets vers lesquels tu penses qu'on se dirige, prochainement?
Alors moi, je suis un peu moins dans la science-fiction comme ça, je suis un peu plus dans le réel. Bien sûr. Mais mon espoir, c'est que oui, que tout fonctionne et que tout fonctionne encore une fois, c'est ça il y a deux choses qui vont déterminer si ça fonctionne ou pas. Un, c'est la capacité de l'agent et 2, c'est est-ce qu'il arrive à, exister dans le monde complexe dans lequel on vit. Mmh. Et bon là, tu as les MCP et puis Ouais. là, tu as le Inference Time Compute, Ouais. hem et la donnée synthétique peut-être aussi, qui va permettre mais moi, dans un monde idéal, allez, d'ici, 5-7 ans, tu as quelque chose qui est capable de te faire performer des actions. Si j'utilise un exemple concret, le matin, je me réveille, j'ai plein de trucs admin à faire, pro et perso. Ouais. J'ai peut-être 2 comptes pour bien séparer les choses, mais je demande vocalement, à faire X, Y, Z, A, B, C et bah, il y a certaines tasks qui prennent quelques heures, il y en a d'autres qui prennent quelques secondes, Mmh. mais at the end of the day, je rentre chez moi, c'est fait, tu vois? Bien sûr. C'est ça le monde idéal dans lequel on vit. Mmh. On vivra, j'espère. Est-ce que c'est de l'AGI? Je pense que ou les ASI, if we go as far as that, je pense que ça va prendre un peu plus de temps, les ASI. Mmh. Tu penses qu'on va travailler moins dans les années qui viennent en tant que société? Bill Gates, Jamie Dimon, le patron de Zoom, disent tous: «On va travailler, 3 jours par semaine, 2-3 jours par semaine». Alors ce débat existe depuis, super longtemps. Les leaders de la Silicon Valley voulaient mettre en place un SMIC, worldwide, Mmh. enfin un SMIC, en tout cas un salaire qu'on te verse quoi qu'il arrive, pas, Le mini UPI, ouais, ouais, je sais. c'est ça. Pour ma part, je pense qu'on va nous, en tout cas, on est en train de vivre un moment un peu structurel dans lequel il va falloir s'adapter. Donc on va devoir bosser plus, pas moins, je pense, pour utiliser ces outils, pour se les approprier, pour comprendre dans quel sens on va. Pour certaines personnes, pour, redécouvrir un peu son métier, mais nous aussi, hein, en tant qu'investisseurs et pourtant c'est un métier qui est quand même assez artisanal, on est obligé de constamment questionner les outils qu'on utilise ou les outils qu'on n'utilise pas encore sur des use cases qu'on connaît pas encore et c'est ça le plus difficile, je pense. Je pense que tu as raison, on n'a jamais autant travaillé en vrai, avec l'IA. Quand on est dans l'IA à fond comme ça, c'est assez fou. Hem, Dernière recommandation Zoé, peut-être est-ce que tu as un livre à nous conseiller, une recommandation de lecture ou de film? Heu, Quelque chose qui t'a inspiré? Moi, mon livre préféré, c'est un livre qui s'appelle City of Thieves, qui a Ouais. été écrit par David, Benioff. En français, ça Alors ferait City of si Thieves, ça doit être, la ville des voleurs ou OK, quelque chose oui comme ça d'accord, oh d'accord, OK, et très c'est bien. un livre Ouais. que je l'ai ouvert, j'ai pas réussi à m'en détacher, j'ai pas dormi la nuit, je l'ai fini, enfin Waouh, c'est un de ceux-là, quoi et magnifique. c'est une histoire, extraordinaire, à Stalingrad pendant la 2e guerre mondiale. Hem Un, déserteur de l'armée russe et un jeune qui s'est fait prendre, parce qu'il avait essayé de voler, de la nourriture, parce qu'il y avait rien à manger évidemment. Un général leur demande la mission impossible de trouver 12 œufs pour, le mariage de sa fille et donc tu vois ces 2 personnes qui ne se connaissent pas, qui sont obligées d'aller trouver 12 œufs dans une ville où, il y a rien à manger. Mmh. Hem, c'est à moitié de la science-fiction et à moitié basé sur des faits réels. Et c'est, une histoire fantastique de, resourcefulness, Mmh. d'amitié qui peut se créer, dans un environnement, très, très hostile. Ouais, ça n'a rien à voir avec la technologie, mais Ah non, mais on prend. Zoé, en tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci de nous pour avoir l'invitation. partagé, ton deep dive. J'espère que tu nous partageras le prochain aussi. C'était vraiment super. On va suivre de très près, vos investissements. On peut te trouver aussi sur LinkedIn. C'était vraiment génial. Encore une fois, je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci, Et je remercie aussi tous nos auditeurs pour leur fidélité. Voilà, n'hésitez pas à contacter Zoé aussi si vous avez des super projets absolument, IA, tech, vous pouvez y aller absolument. et voilà, donc un grand merci et à très bientôt. Merci à toi. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!